Nous voilà revenus donc pour notre troisième table ronde qui s'intitule Enseignants, parents, tiers éducatifs, quel rôle, quelle formation. La question, quand même, effectivement, qui a été soulevée au travers de nos deux premières tables rondes, c'est que, évidemment, si on souhaite plus de coopération entre les enfants, si on souhaite injecter de la confiance, si je puis dire, chez les enfants, confiance en eux, en autrui, en l'avenir, etc., évidemment, ça nécessite sans doute des évolutions de pratique des enseignants, une évolution sans doute dans les relations qu'entretiennent les enseignants avec les parents, et réciproquement. En France, il y a beaucoup de tiers éducatifs, des instituts associatifs importants qui interviennent. Alors peut-être moins en Suède, on verra effectivement ce qu'il en est. En tous les cas, il semblerait que les choses ne soient pas tout à fait comme en France. Donc quel rôle chacun de ces acteurs a-t-il dans l'acquisition d'une confiance accrue chez les enfants, et comment faire évoluer ces pratiques, quelle formation, quelle évolution dans la formation des enseignants, puisqu'il y a une réforme qui est en cours de mise en œuvre, de déploiement en matière de formation des enseignants en France. Est-ce que cette problématique de la confiance est évoquée? Est-ce qu'elle intervient dans cette formation? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de confiance dans la formation des enseignants et dans le projet de formation, enfin, qui est en cours de construction actuellement? Alors pour parler de tout cela, nous avons là aussi un petit panel franco-suédois. Nous avons le plaisir d'accueillir Eva Neslund, qui est proviseur de l'école française de Stockholm, qui est avec nous et qui nous vient tout droit de Stockholm, avec un petit, comment dire, périple via Bruxelles, vu les événements. Nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Janin, à ma droite, qui est directrice musicale à la maîtrise de Radio France, donc qui est suédoise, mais qui a eu un parcours, si je crois, via l'Angleterre, il me semble. Non, et un papa français. Et un papa français quand même, personne n'est parfait. Voilà, donc merci d'être avec nous. À ma gauche, Marie-Claire Nzali-Duprat, qui est chef du bureau des écoles à la DGESCO, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire au ministère de l'Éducation nationale, et qui, outre ses activités institutionnelles, a en outre un talent d'écriture de livres pour enfants, c'est bien ça? Dans une vie parallèle. Dans une vie parallèle, mais nous n'en parlerons pas, ça reste ici, personne n'en parle. Enfin, Philippe Vatrelot, qui est le président du CRAP Cahier Pédagogique, donc un spécialiste d'éducation, voilà, excellente publication, et qui, donc, je connais bien toutes ces questions-là, et qui me fait plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole même certainement d'ailleurs, à Madame Nzali-Duprat. Donc, que vous inspire tout ce qui s'est dit déjà depuis tout à l'heure, par rapport notamment aux pratiques professionnelles, aux enseignants, voilà. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Alors, deux choses. Par rapport à ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant, j'ai suivi les débats et les tables rondes avec un réel intérêt parce que il y a un mot qu'on a peu prononcé. On a beaucoup parlé des pratiques, on a beaucoup parlé des partenariats, peut-être qu'il faudra en parler davantage. On a moins parlé de l'enfant. Et donc, c'est de lui que j'ai envie de parler. Mais cet enfant, il questionne l'ensemble, je dirais, il questionne trois pôles. Il questionne l'institution, dont il a été question jusqu'à maintenant. Il questionne son statut d'élève. Il questionne évidemment ses parents. Et il questionne le lien entre ces différents paramètres. L'institution, les parents, les enseignants. Cette institution, elle a été évoquée tout à l'heure d'une manière qui me fait penser à un grand autre, pour aller dans un autre champ, qui serait un grand autre séparé des réalités concrètes de la vie de tous les jours, qui serait un grand autre indépendant des personnes qui le composent. L'institution n'est rien d'autre que l'ensemble
des personnes qui l'habitent, qui la portent, qui en portent les valeurs. Au service d'un projet commun, l'école n'a pas de slogan. J'ai entendu parler tout à l'heure du slogan d'Academia et certains regrettaient que l'école n'en ait pas. Le rôle de l'école n'est pas de porter des slogans, mais de porter des valeurs. Et donc, cette institution, elle est habitée par nous tous au service de ces valeurs. Et l'école que l'on veut, on le sait, il est actuellement en cours, vous le savez, une loi qui est en train qui repasse à l'Assemblée. Cette loi de la refondation de l'école, elle a pour but de réduire les inégalités qui non seulement ne se réduisent pas jusqu'à présent, mais qui ont tendance à se creuser. Et si vous avez suivi l'actualité hier avec la présentation du bac, vous savez que le directeur général qui a présenté le bac pointe que sur toute une cohorte qui a été suivie, on s'aperçoit depuis 1995 que 3 catégories sociales non seulement ne voient pas leurs enfants accroître leurs chances d'obtenir le baccalauréat quel qu'il soit, mais voient ces chances réduites. Ce sont 3 catégories sociales: les enfants d'inactifs, les enfants d'employés de service et les enfants d'ouvriers non qualifiés. Alors le rôle de l'école, tel qu'il est pensé actuellement, il est simple. Il est de mieux faire réussir les enfants des pauvres, pour en faire autre chose que de pauvres enfants. C'est notre mission à tous. C'est à ça que l'institution doit absolument s'employer. Alors cet enfant dont je parlais tout à l'heure, quand il rentre à l'école, et je vais parler de l'école du premier degré, c'est-à-dire de l'école, en commençant par ses fondements, puisqu'il est question de refondation, de l'école maternelle. Cet enfant, quand il arrive à l'école, il faut qu'il opère une mutation. Il y a une forme de seuil initiatique, de passage initiatique qui s'opère. Et quand il rentre à l'école, il va passer par 3 phases. Il passe de sa famille, où il est compris par ses parents, à un endroit où il va devoir, d'une certaine manière, construire un autre temps, un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, et un autre rapport, je dirais, à la règle, à la norme. Le rapport au temps scolaire n'est pas le rapport au temps de la famille, d'une part. Le rapport à l'espace n'est pas le même non plus. Quand on est à l'école, que ce soit l'école maternelle ou après, on a rarement des temps d'intimité, on a rarement des temps où on peut être seul, on a rarement des temps de repli. Ça demande un effort, ça demande une adaptation, ça demande un accompagnement, ça demande un regard. On a ensuite à négocier, et la question de l'autorité a été abordée tout à l'heure avec l'idée d'asymétrie du maître par rapport à l'élève. Il y a une asymétrie et il faut que les nouveaux enseignants, vous parliez de formation, soient absolument tranquilles avec ça. Le maître est en position asymétrique par rapport à l'élève, mais pas pour le dominer ou le soumettre, pour lui permettre, par le savoir, d'acquérir lui plus de pouvoir, l'élève. C'est ça la fonction d'un maître. Et donc ce rapport que l'enfant va progressivement construire par rapport à des normes et à des règles est un rapport qui s'accompagne et qui s'accompagne par plusieurs choses. La qualité de l'accueil, mais pas seulement, les interactions, la nature des activités qui sont proposées à l'enfant et qui doivent porter un sens, à la fois dans une direction, mais aussi dans une signification. Et je suis très heureuse d'avoir la maîtrise de Radio France à cette table parce que le sens est porté véritablement et doit l'être absolument par la culture et par la dimension culturelle des apprentissages qui sont construits. Et puis, il doit être en paix avec le lien entre la famille et l'école. Et ce lien entre la famille et l'école, historiquement, je ne vais pas développer, depuis Jules Ferry et même avant, c'est d'une certaine manière, je t'aime moi non plus, avec des phases d'avancée, des phases de conquête, et puis des nouveaux divorces, des séparations provisoires, en tout cas, un parcours un peu tendu parfois. Alors, pour éclairer ça, j'ai envie de mettre en tension 2 lectures, et puis ensuite, une première lecture qui signe vraiment la dimension de ce que l'enfant a à vivre lorsqu'il rentre à l'école maternelle, qui est un court extrait d'Albert Jacquard dans un ouvrage qui s'appelle Abécédaire de l'ambiguïté, qui dit ceci: je suis capable de dire je, et l'école maternelle est le temps, je dirais, le temps fondateur de l'émergence du jeu et de l'apparition du jeu. C'est un temps absolument fondamental. Quelle merveille! Peut-il y avoir plus étrange aboutissement? Au départ, mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu, mes mains ont touché les objets, et un jour, j'ai attribué ces sensations à quelqu'un qui n'était inclus ni dans mes oreilles, ni dans mes yeux, ni dans mes mains, mais qui les utilisait. Quelqu'un qui n'est autre que celui-là même qui lui attribue existence et capacité, moi. J'entends, je vois, je sens.
Mais l'accumulation de sensations ne pouvait à elle seule faire apparaître ce jeu. Comment expliquer cette fermeture sur soi qui est ouverture à la conscience de soi? Aucune métaphore n'est concevable tant le processus est singulier. La statue d'icône prend forme et s'anime à mesure des apports de ses sens, mais je est en même temps le marbre et le sculpteur. Dans cette voie, la réflexion à chaque pas aboutit à des impasses. Un autre cheminement doit alors être exploré, car en réalité l'apparition de mon je ne se serait pas produite si j'étais restée isolée. Elle ne résulte pas de l'éclosion spontanée, ce n'est pas une fleur dont le germe était dès le départ en moi prête à s'épanouir, ce je m'a été donné par d'autres. J'ai d'abord été quelqu'un dans l'esprit de ceux qui m'entouraient, me regardant comme quelqu'un, ils m'ont fait quelqu'un. Entre eux, ils se sont adressés, entre eux, ils ont dit de moi, ils ont dit de moi ils. Ils se sont adressés à moi en me disant tu, et tous les tu reçus ont donné existence à mon je. L'important n'était pas la perception des sons que les autres m'adressaient, mais les relations qu'ils établissaient avec moi. Ces relations transitaient certes par les sens, le sourire, les paroles, mais à mon tour, je participe à l'entrelac inextricable des liens tissés entre tous ceux qui se regardent comme des personnes. Je m'enorgueillis d'être ce je, mais ma plus grande richesse est ma capacité à dire tu. L'enjeu d'école depuis la maternelle, c'est cette construction-là qui demande le respect des familles. Et je vous renvoie sur le site EduScol à un écrit d'un pédopsychiatre qui est membre de la Société de psychanalyse, Didier Houzel, qui a parlé de ce que l'école doit appréhender, c'est-à-dire l'idée que les enfants qu'elle reçoit ont une histoire, la famille évolue. Elle signe de nouvelles alliances, elle signe de nouvelles vies d'enfants, et l'école doit accueillir les familles avec leurs histoires, avec leurs identités spécifiques, même si elles sont éloignées. Et vous savez que dans la refondation, on accueillera et on scolarisera les enfants de moins de 3 ans dans les endroits dont les familles sont les plus éloignées de l'école. Là, cette école a essayé d'éviter les divorces précoces entre les familles et les enseignants. Et ces divorces précoces sont d'autant plus prévisibles parfois que ces familles ont à la fois une immense attente vis-à-vis de l'école et qu'elles n'en connaissent pas, elles n'en comprennent pas forcément les codes, les règles et les non-dits. C'est un beau défi et c'est un défi qui appelle des partenaires. Dans ces partenariats, je le disais, la culture est fondamentale et l'école s'emploie à porter des actions fortes qui permettent aux enfants de retrouver une forme d'intimité. La première de ces intimités étant l'émotion esthétique, qui est vécue à l'école, l'émotion esthétique, culturelle, intellectuelle, parce qu'il y a un grand plaisir à apprendre. Elle est portée à l'école par, je dirais, l'expérience collective. C'est en partageant ces émotions que l'on construit à la fois un retour à soi, on fait grandir l'enfant, et en même temps, on construit le membre d'une communauté d'apprentissage qui est l'élève. Voilà. Juste puisque Madame Delibot, vous avez parlé de culture, ma question va peut-être être un peu naïve, mais c'est quoi la culture? Ça se traduit. Est-ce qu'il y a une définition de la culture par opposition, il faut sans doute pas l'opposer, mais donc en la différenciation de l'éducation? Ça commence et ça se termine où la culture? Alors, on pourrait débattre longtemps sur cette question. La culture à l'école, c'est plusieurs choses. C'est d'abord... Je peux répondre à toute question. C'est d'abord, je dirais, des savoirs qui sont référés à une dimension anthropologique, d'une certaine manière. La culture, c'est revisiter... Qu'est-ce qu'on apprend à l'école, globalement? Les disciplines, elles sont fondées sur... On parle de domaine dans l'école, mais elles sont fondées sur des réponses à des grandes questions qui ont traversé la pensée, d'une part. La culture que l'on construit à l'école, c'est une culture partagée, une culture commune, ce sont des référents communs qui se fondent sur le socle commun de connaissances, de compétences qui va être rebaptisé connaissances, compétences et culture. Le socle commun va être refondé. C'est-à-dire, les savoirs ne doivent pas se fonder sur une accumulation de connaissances, mais sur une articulation de ces connaissances qui s'inscrit dans quelque chose de plus large que l'école. Les savoirs construits à l'école doivent nous aider à comprendre le monde, à mieux le comprendre, à être critique vis-à-vis de ce monde-là et à s'y intégrer. La culture, c'est... Je laisserai ensuite Madame Jeannin développer, mais c'est
un ensemble important de paramètres. Ça va de la littérature à la manière d'être au monde. Et la manière d'être élève est aussi une dimension culturelle. Merci. Alors effectivement, Sophie, puisque vous intervenez sur le champ culturel, comment se situe, alors pour ramener aussi à la question de la confiance, puisque c'est quand même notre objet aujourd'hui, quel est le rôle de la confiance dans la musique Voilà. Posé comme effet. Tout d'abord, j'explique en deux mots qui nous sommes à la maîtrise de Radio France. Nous sommes donc un chœur d'enfants et de jeunes à vocation professionnelle, c'est-à-dire que tous nos concerts sont aux côtés de l'Orchestre Philharmonique, l'Orchestre National de France et puis de notre propre saison. Nous avons 2 sites. Nous existons déjà depuis 1946 avec un site historique qui se trouve aujourd'hui au lycée La Fontaine dans le 16e arrondissement à Paris sur recrutement national et candidature spontanée. Et un deuxième site qui a ouvert il y a maintenant 6 ans dans le quartier nord de Bondy, dans le 93, où le recrutement est l'inverse. Nous cherchons des enfants directement à l'éducation nationale avec la collaboration de l'inspection académique et j'auditionne tous les enfants des classes de CP du quartier nord de Bondy pour pouvoir les intégrer dans une classe maîtrisienne à partir du CE1. Donc nous avons 2 recrutements vraiment très différents, mais ces enfants-là chantent ensemble, ils forment des chœurs donc, dans les saisons de Radio France ensemble. Donc je ne suis pas membre d'une équipe d'éducation nationale, même si je travaille en collaboration avec eux. Et bien évidemment, je défends toujours la pratique musicale parce que déjà c'est ma passion et mon activité principale. Mais c'est parce que je peux aussi faire des constats assez concrets sur la construction justement de la confiance en soi et sur l'évolution d'un individu fort et performant et confiant justement. La musique, et surtout la musique comme elle s'articule à la maîtrise de Radio France, elle s'articule autour de la pratique collective. Donc c'est le cœur qui est notre cellule centrale. De plus, on travaille dans un but esthétique et dans un but artistique. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de créer quelque chose de beau ensemble. Donc, on a un but final, commun, où il n'y a pas de perdant et de gagnant à la finalité. Mais on travaille tous ensemble vers un objectif commun que je trouve est extrêmement enrichissant pour l'enfant. De plus, on a aussi le moyen d'expression qui est peut-être notre premier moyen d'expression, ce qui est la voix. Et il faut déjà oser chanter pour pouvoir faire partie d'un chœur. Et c'est mon rôle, à ce début de travail, d'encourager ces enfants, et surtout les enfants qui viennent du quartier nord de Bondy, qui n'ont jamais chanté avant d'entrer à la maîtrise. Très souvent, hein, ça dépend vraiment de leur culture et de leur héritage, mais très souvent, ils n'ont vraiment jamais chanté en venant. Et de pouvoir donner ce plaisir-là, de les encourager à le faire. Et je constate en effet qu'il y a des soucis de confiance chez les enfants, que ce soit dans le 93 ou dans le 16e arrondissement à Paris, qui sont dus à des raisons très différentes. Mais effectivement, que ce soit la peur de se faire gronder, la peur d'une punition, la peur d'une mauvaise note, ça peut être de toutes sortes de choses. En tout cas, j'ai rencontré des élèves que, contrairement à mon vécu en Suède, avaient peur de l'adulte, qui ne collaboraient pas naturellement et spontanément avec l'adulte. Et cela a été une transition assez importante pour moi à faire, de pouvoir les situer, de pouvoir travailler avec eux, en comprenant comment travailler ensemble, parce qu'ils me demandaient, même au début, les élèves me demandaient pourquoi je ne les punissais pas. Alors c'était vraiment très étonnant et je leur expliquais que je ne croyais pas à la punition et à la récompense, mais qu'on essayait d'évaluer ensemble vers où on allait et on se fixe des objectifs, on essaie de les atteindre. Et pareil avec mon équipe, j'ai une équipe d'enseignants absolument formidable, mais de plusieurs générations, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont déjà parties à la retraite depuis ma nomination et aussi des jeunes que je recrute et que je connais depuis que je suis là. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques méthodes assez réactionnaires dans l'enseignement musical que j'ai souhaité changer. Par exemple par exemple la punition, ou par exemple que la répétition d'un chœur ou d'un cours de piano, ça soit une série de remarques négatives sur ce que fait l'enfant quand l'enfant déjà
prend un risque énorme, essayant d'exprimer quelque chose qui est personnel, avec sa voix, en essayant de se repérer au clavier, parce qu'il faut savoir que la maîtrise c'est toute une école d'apprentissage, donc ils ont non seulement le chœur, mais ils ont des cours de piano, de chant, de solfège, formation musicale, technique Alexander, danse, théâtre, enfin on a beaucoup de disciplines. Et ils avaient également un système de notation sur lequel je n'étais pas d'accord. Donc j'ai fait une mini-révolution. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment qui devaient progresser parce que je trouvais que les enfants étaient un petit peu raides en concert, tout simplement. C'était un constat sur ce que je voyais sur le terrain. D'accord. Alors, merci Sophie. Philippe, est-ce que ce que décrivait Sophie à l'instant, cette capacité à laisser les enfants oser s'exprimer, prendre un risque, entre guillemets, hein, de s'exprimer, de prendre la parole, de donner de la voix, est-ce que c'est quelque chose qui est ancré dans les pratiques pédagogiques françaises classiques, ou est-ce que ça a vocation à se développer? Non, je crois que effectivement la culture éducative française n'est pas marquée par une grande importance de l'oral, de l'expression. C'est le moins qu'on puisse dire. Les choses changent petit à petit. Il y a quelques pistes intéressantes, avec notamment l'histoire de l'art, avec les éducations art et notamment l'éducation artistique à l'école primaire. Je pense que pour raccrocher la question que vous posez à la question plus large, qui est celle des différents intervenants, des enseignants, des parents, etc., je crois qu'une des clés de la réussite, me semble-t-il, et d'ailleurs les études le montrent assez bien, c'est quand les élèves arrivent à donner du sens à l'école. Mais sans vouloir trop jouer sur les mots, je dirais qu'il faut prendre le mot sens dans ses différentes dimensions. C'est-à-dire que le sens, c'est évidemment la direction, et il faut que l'école dise clairement ce que l'on attend des enfants, et ça renvoie au débat précédent sur l'évaluation. Je crois que ce qui est important, c'est qu'en effet, on sache précisément où on va, hein, vers une pédagogie la plus explicite, mais aussi le sens dans la direction de la sensation. Je crois que c'est important aussi que cette dimension ne soit pas exclue, pour que l'élève ne soit pas qu'un tronc qui ingurgite des connaissances, mais bien un être entier avec des bras, des jambes et un cerveau, mais aussi des sensations. Ça me semble extrêmement important, cet aspect-là, pour justement raccrocher aussi les élèves les plus en difficulté, dont on parlait tout à l'heure, dont Madame Mzali parlait tout à l'heure, parce que je crois que ce qui est essentiel dans la réussite scolaire, y compris chez ceux qu'on pourrait appeler les rescapés de ce déterminisme social très fort à l'école. Quand on fait les études sur ceux qui ont réussi malgré tout, malgré le poids des déterminismes, on s'aperçoit là que ce qui est le plus important, c'est bien souvent la place que les parents accordent à l'école, à l'importance de l'école, et donc on voit bien là que la question du sens, c'est aussi celle de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti dans le milieu familial et dans le milieu scolaire. Je crois que là, vraiment, on est dans un enjeu essentiel dans la construction, je dirais, de ces différents rôles, hein, qui doivent être évidemment complémentaires. Un mot encore rapidement là-dessus. Je pense qu'il y avait un slogan quand même, puisqu'on disait qu'il ne fallait pas que l'école ait des slogans, mais enfin, la réforme de 89, la loi Jospin, hein, dite loi Jospin, parlait de mettre l'élève au centre du système. Peut-être que là, justement, il faudrait passer à non plus seulement l'élève, mais l'enfant au centre d'une vie éducative. Hein, c'est-à-dire que pas seulement l'enfant à l'école, et moi je regrette par exemple, même si évidemment j'ai participé à la concertation pour la refondation de l'école et que je suis attentif à toutes les promesses de cette réforme, mais je trouve que cette réforme, elle est encore trop scolaro-centrée d'une certaine manière, et qu'il faudrait peut-être justement, et là moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui se passe en Suède aussi à ce niveau-là, il faudrait vraiment que l'école s'ouvre plus, parce que le problème, c'est une des particularités françaises quand même, c'est que l'école française, elle est très refermée sur elle-même. Hein, c'est l'idée de l'école sanctuaire, mais la sanctuaire, ça peut être aussi une citadelle et finalement quelque chose qui se sent un peu assiégé. Et
Et dans ce que vous dites dans le titre, enseignants, parents, tiers éducatifs, moi je lis en France quand même encore pas mal de méfiance réciproque. Et l'enjeu, c'est vraiment, alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'esquisser quelques pistes, hein, j'ai peut-être des propositions là-dessus, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que ça évolue. Alors pour le coup, merci Philippe, Eva, lorsqu'on s'était parlé au téléphone, la semaine, enfin, il y a une quinzaine de jours, vous m'aviez dit des choses qui m'avaient beaucoup étonné, enfin intéressé, interpellé, sur la manière dont justement cette articulation, peut-être cette création de confiance, j'allais dire, entre les enseignants, les parents, les enfants, était, semble-t-il, favorisée dans l'organisation même de la scolarité suédoise, et qui semble être assez différente de celle que... Alors, voilà, je n'en dis pas plus. Oui, effectivement, je pense que l'organisation de l'école, ça joue un grand rôle quand il s'agit de la confiance entre les élèves et les professeurs, entre la direction de l'école et les professeurs, entre les parents et les professeurs. Cette organisation, enfin, le chef d'établissement en Suède est très autonome, ça a déjà été dit. Donc, on peut dire que le chef d'établissement gère un peu l'école comme le PDG d'une société en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme chef d'établissement de mon école, qui est une école suédoise, ça c'est important de savoir, c'est une école suédoise au profil français. Ça veut dire que c'est tout à fait suédois, mais les enfants, ils apprennent le français comme première langue étrangère au lieu de l'anglais, ce qui est très rare en Suède. Je pense qu'on est les seuls à avoir ce profil en Suède. Et on a 930 élèves de 6 à 19 ans à cette école. Donc, je gère l'école comme si c'était une société. Donc, je suis responsable de l'économie. Je suis responsable de recruter les professeurs. Parce qu'en Suède, il n'y a pas ce système de professeurs qui est, comment on dit, voilà, ça n'existe pas. Donc, je recrute les professeurs, et ça c'est important, parce que moi je recrute les professeurs que moi je considère bien pour l'école, qui peuvent travailler dans l'équipe de profs où j'ai l'intention de mettre les professeurs. Donc, il y a beaucoup d'interviews avec les professeurs. Moi, je fais des interviews, mais je fais aussi participer les professeurs dans l'équipe où le professeur va travailler, et pour qu'on soit tous d'accord d'employer un certain prof. Ça, c'est très important, et je pense que ça, c'est un peu différent de la France. Je ne dis pas du tout... plus qu'un peu. Je ne dis pas du tout que le système scolaire suédois est parfait, loin de là. L'école suédoise n'est pas un paradis non plus, ça il ne faut pas le croire. Mais on est organisé d'une autre façon, tout à fait. Hein. Donc en créant mes propres équipes, c'est plus facile pour moi de créer une confiance entre moi, ma direction et les profs. Et si je crée cette confiance entre les adultes dans l'école, les profs, effectivement, ils créent une confiance entre eux et les élèves aussi, et en même temps avec les parents. Donc, c'est comme une chaîne qui part de moi comme chef d'établissement jusqu'aux élèves et parents. Et je pense que quand il s'agit vraiment de la confiance, là, l'école suédoise a vraiment réussi. Après, il y a d'autres domaines où on a moins bien réussi. Hein. Mais là, je pense qu'on a réussi. Et aussi, quand il s'agit des professeurs, ils travaillent à l'école même. Ils ne rentrent pas chez eux. C'est-à-dire que chaque professeur a son bureau à l'école avec son ordinateur, son bureau. Et ça veut dire que les parents peuvent venir visiter les profs, ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent. Les élèves peuvent frapper à la porte du professeur s'ils veulent demander quelque chose ou avoir un conseil, sans problème. Hein. C'est-à-dire que il y a plus de, je ne trouve pas le mot maintenant, il y a plus de interaction entre professeurs, élèves et même parents. Merci beaucoup, Eva. Alors, Marie-Claire, si je peux me permettre, j'ose à peine vous demander comment voyez-vous ça? Est-ce que vous pouvez imaginer de telles pratiques, une telle organisation, une telle culture, je dirais même, dans notre beau pays et dans notre éducation nationale? J'ai peur que la réponse ne soit dans la question. Oh, si peu. Alors, le bureau des écoles, et ça n'est pas une manière de botter en touche, mais gère le premier degré, donc les choses sont
dans le premier degré, effectivement, très loin de ces pratiques-là. Ceci étant dit, il me semble, sans vouloir m'avancer, mais pour quand même bien connaître le terrain, il me semble que les pratiques de collaboration, de travail en équipe, sont quand même beaucoup plus développées dans le premier degré qu'elles ne le sont encore dans le second degré, en France. Et l'idée d'une coopération authentique, l'idée de porter des projets communs, l'idée d'impulser une dimension culturelle, je redis, pas simplement par les éducations à la santé, la sexualité, la sécurité routière, etc., mais bien dans les parcours culturels, dans l'apprentissage de l'histoire des arts, dans des pratiques artistiques, c'est quand même quelque chose qui est assez, je ne vais pas dire banal, mais je pourrais le dire dans le premier degré, ou bien nous n'avons pas visité les mêmes écoles, j'en ai vu beaucoup. Donc la dimension partenariale, elle est présente. On n'a pas forcément besoin, et là aussi, encore une fois, le second degré, je le mets de côté, mais on n'a pas forcément besoin de choisir finalement les gens avec qui on va travailler pour pouvoir travailler avec. À un moment donné, dans une équipe, par contre, on a besoin d'avoir une volonté claire de travailler avec les autres. Et là, la dimension de confiance, quand je dis travailler avec les autres, c'est des collègues, c'est les représentants institutionnels, l'encadrement, c'est les collectivités territoriales, ce sont les partenaires de santé, enfin toutes les personnes qui interviennent à l'école, et c'est aussi et surtout les parents d'élèves. Et lorsqu'on parle d'accueillir des enfants de moins de 3 ans à l'école, évidemment la question des parents est centrale. On ne peut pas imaginer l'accueil d'un enfant dans de bonnes conditions si celui de ses parents n'est pas à la fois, je dirais, bienveillant, explicite et confiant. Je crois que si on a à travailler encore quelque chose pour travailler la confiance, c'est vraiment la dimension de l'explicitation, à la fois des attentes de l'école, à la fois du langage qu'on utilise à l'école. On a une circulaire sur les élèves allophones. Je disais l'autre jour en plaisantant dans un séminaire que nos premiers allophones en France, ce sont les enfants qui entrent en maternelle et leurs familles, quand elles ne sont pas familières des consignes de l'école, de la langue que l'on emploie à l'école. Et cette langue-là, il faut la traduire pour les enfants et pour les familles. La traduire, c'est expliciter les attentes, très clairement. C'est là-dessus que se construit la confiance. La confiance, elle se construit sur une volonté commune, mais sur des preuves au quotidien. Les premières preuves, je parlais de Jacquard tout à l'heure pour parler des regards, elles sont portées par des regards qui n'ont pas besoin d'être accompagnés de paroles. Il y a des regards qui tuent, je vous le disais en introduction, et quand j'entends que l'on dénonce ici ou là les punitions, je l'entends et je souscris à ce que vous dites, mais il nous appartient à chacun, je dirais, où que nous soyons, de changer les pratiques. L'institution ne dit pas qu'il faut punir. L'institution ne dit pas qu'il faut sanctionner. L'institution parle d'exercer l'autorité. Exercer l'autorité, c'est quoi? C'est faire autorité. Moi, je reprends une formule de chercheurs en sciences de l'éducation qui disent que l'autorité, faire autorité, ça n'est pas soumettre. C'est l'inverse. C'est donner le pouvoir à l'autre d'augmenter sa capacité d'agir. C'est une autorité qui autorise. C'est ça le rôle de l'école. Alors, déjà, je pense que ce qu'on peut trouver dans le monde de la musique, par exemple, c'est justement quand je vois aussi dans l'enseignement, tous les soucis que je peux rencontrer, et ça dans n'importe quel pays, de toute façon. Quand je trouve qu'il y a un abus dans le sens où on parfois menace un enfant, ou on ne se comporte pas de façon correcte, il y a toujours une inquiétude, un manque de confiance chez l'adulte. Et on parlait d'ailleurs à la première table, je pense, de ce peur de jugement. Donc déjà, moi je constate de mon côté qu'il y a quand même un manque de formation déjà chez peut-être certains enseignants, mais même dans le monde de la musique. Nous, dans le monde de la musique professionnelle, on est obligé de projeter toujours une image confiante de quelqu'un qui a confiance en soi. Et je remarque parfois, quand les musiciens se comportent de façon un petit peu arrogante, et ça peut être des chefs d'orchestre ou d'autres, ou des enseignants en musique, qu'il y a une fossé entre la confiance qu'ils essaient de projeter et la réelle confiance qu'ils ont en leur capacité. Et cette fossé-là, elle est remplie avec de l'arrogance, très souvent. Donc je pense qu'il faut... Moi, j'essaye
d'avoir une équipe autour de moi confiante dans leur pratique, mais j'essaie aussi de leur offrir des formations très fréquentes et qu'on se forme ensemble. Je suis aussi avec eux sur le terrain et on réfléchit à ces méthodes-là. Il me semble que c'est essentiel pour pouvoir développer des nouvelles pratiques dans un climat qui rassure l'enfant. Alors, avant de passer la parole à Philippe autour des questions de formation, justement, ce que dit Sophie me fait penser à une phrase que notre de nos membres, donc Gérard Asqueri, qui n'est pas ici aujourd'hui malheureusement, dans l'une de nos réunions, évoquait pour lui l'importance qu'il voyait, enfin il disait qu'il y avait une dimension très importante dans les prophéties autoréalisatrices. Et il voyait le fait que beaucoup d'enseignants qui n'avaient sans doute pas suffisamment confiance en eux-mêmes, eh bien ça se retrouvait, ça se dégageait de manière indicible, enfin, sur la confiance pour les enfants eux-mêmes, en eux. D'où ce travail, cette nécessaire formation ou accompagnement ou autre, sans doute nécessaire des enseignants pour peut-être les amener à développer même la confiance en eux, en des coopérations, je ne sais pas. Qu'en est-il alors pour vous, Philippe, de la formation des enseignants telle qu'elle a été jusqu'à présent et telle qu'elle se profile à l'avenir? Est-ce qu'à votre avis, on va vers du mieux, comment voyez-vous les choses? C'est une question compliquée, parce que évidemment, un des traits français, je dirais, c'est souvent de juger une réforme avant même qu'elle ne soit menée à son terme. Hein. Ça, c'est très français. Et donc, je me garderais bien de tomber dans ce travers-là. Toutefois, j'ai quand même quelques craintes. Mais avant de parler des craintes, on peut se risquer quand même à un petit état des lieux. Sur la question je dirais, le travail en partenariat, hein, parce que c'est quand même la question qui est posée à travers cette troisième table ronde. Hein, enseignants, parents, tiers éducatifs, etc. Jusqu'à maintenant, ce qui prévaut, c'est dans le référentiel, les 10 compétences des enseignants, c'est une compétence 9, hein, il y en a une après qui s'appelle se former et innover, mais la compétence 9, c'est travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école. Bon. Et il y a un futur référentiel qui est prévu, qui devrait sortir incessamment, d'ailleurs il serait temps, parce que c'est quand même là-dessus qu'on doit organiser la formation. J'ouvre une parenthèse pour dire que je suis non seulement prof en lycée, mais je suis aussi professeur en temps partagé. C'est bien un choix pédagogique et politique d'être les deux à la fois, à l'UFM de Paris, qui vont se transformer en SP, École supérieure du professorat, et de l'éducation. Je dirais un mot du « et » tout à l'heure. Et donc, dans ce futur référentiel, on retrouve l'enseignant acteur de la communauté éducative dans l'école ou l'établissement et son environnement. Donc, on peut dire, c'est inscrit dans la formation. Sauf que dans la réalité de la formation des enseignants aujourd'hui, l'essentiel reste quand même quelque chose qui est centré sur la discipline. Et en effet, Madame a raison, les choses sont quand même bien différentes selon qu'on parle du primaire. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que le primaire, ce sont des enseignants qui sont toute la journée avec leurs mêmes élèves, alors que dans le secondaire, on a cette succession de classes. Et paradoxalement, il y a plus de coopération entre les enseignants dans les écoles primaires qu'il n'y en a dans le secondaire, où chacun reste un petit peu enfermé dans l'intime de sa classe. Il y a une dimension très intime liée à la classe. Et il y a aussi, et je reviens à la formation, le fait que la formation pour le secondaire, elle est très structurée autour de la discipline d'enseignement. Et elle est d'ailleurs visible aussi dans les motivations qui conduisent à devenir enseignant. Hein, il y avait eu un sondage, enfin une enquête, hein, pas un sondage, parce qu'il était sur un très grand nombre d'enseignants il y a quelques années, et la réponse était à 60% à la question « Pourquoi voulez-vous devenir enseignant ?» pour le secondaire, c'était à 60% par amour de ma discipline. Hein, le mot est très fort. Et donc évidemment, dans ces circonstances, il est très difficile d'envisager un travail qui ne soit pas limité à cette seule dimension de la discipline d'enseignement. Alors évidemment, par exemple, en Suède, on n'a pas posé cette question, ce qui est celle de la bivalence ou de la monovalence, hein, mais ça transforme quand même de manière assez importante l'identité des enseignants, l'identité professionnelle des enseignants, semble-t-il. Donc il y a cet aspect-là. Et moi, ce que je crains, c'est que la formation future reste quand même, en France, sur cette logique essentiellement disciplinaire, avec un cloisonnement, et que le partenariat, j'ai envie de dire, ça s'apprend par la pratique. C'est pas par une conférence de 2 heures qu'on va apprendre à travailler en partenariat. C'est bien dans la pratique, dans des projets partagés, et notamment, je crois beaucoup en effet à la dimension culturelle,
qu'on peut parvenir justement développer cette compétence. Alors, avant de passer la parole à Madame Duprot, en vous passant la parole, je voudrais vous demander, est-ce que pour le coup, dans les référentiels de formation des enseignants, premier degré, c'est bon, c'est le même, bon. Est-ce que ne serait-ce que le mot confiance, est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'il est écrit dedans? Dans la dernière mouture que j'ai pu voir, pour avoir participé à ce qui concerne le premier degré, la réponse est oui. Confiance de qui? C'est confiance en soi. Le reste est la confiance. Si vous voulez, la confiance, c'est l'un des axes fondateurs. Mais la confiance, on pourrait lui adjoindre d'autres paramètres. La confiance, ça n'est pas un objet en soi. C'est comme la natation, ça ne se fait pas sur un tabouret. La confiance, ça s'exerce dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier, c'est le contexte qui met en tension trois pôles qui sont bien connus. Celui du savoir, l'élève, et puis sa famille et l'école. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui se construit, qui peut se décider, mais le décider ne suffit pas à le faire exister. Dans la table ronde, la première table ronde, le professeur du collège-lycée expérimental disait quelque chose qui me semble éminemment important et qui rejoint la question de la formation. C'était, nous questionnons notre professionnalité. C'est ça être professionnel. Et c'est là que se pose la confiance. Le reste, c'est du discours. Un enseignant qui peut générer la confiance chez ses élèves est celui qui est capable, sereinement, de questionner sa professionnalité avec tous les partenaires qui construisent sa professionnalité. Et parmi ces partenaires, l'un des partenaires, et pas le moindre, c'est l'institution. La confiance peut se construire en institution. Les cadres ne sont pas des terroristes. La question de l'évaluation peut porter la valeur étymologique du mot, ce qui est révéler la valeur. Et juste pour preuve, je tiens quand même à dire que dans le premier degré, on porte des évaluations d'équipe qui dépassent largement l'évaluation individuelle, qui dépassent évidemment le jugement des personnes. Évaluer une pratique, c'est mesurer son effet sur les résultats des élèves. Ça n'est pas porter des jugements sur les personnes. Donc vous voyez, l'institution peut être intelligente, puisqu'elle est portée par des membres qui le sont, et qui sont tous portés par un idéal très grand. Enfin, moi, je vois sur le terrain beaucoup de gens qui consacrent leur vie, et quand je dis leur vie, c'est leur soirée, c'est leur week-end, c'est à porter des valeurs éducatives. Donc, je suis toujours un peu dérangée par un discours sur l'école quand il est très négatif, parce que je le trouve très décourageant. Et c'est Sisyphe, l'école. On est tous avec notre rocher en train d'essayer... Voilà, donc il faut être attentif à la nature du discours que l'on peut porter pour faire en sorte qu'il porte des enthousiasmes plus qu'il ne décourage les volontés. Je vais passer la parole, effectivement, alors, notamment sur la formation des enseignants en Suède. Je pense que la formation en Suède est la même qu'en France, à part que les professeurs, ils ont beaucoup de pédagogie. Ils ont aussi, ils apprennent beaucoup de la vie sociale de l'enfant, de psychologie de l'enfant, comment travailler contre harcèlement, comment résoudre des conflits, ce genre de choses, et vraiment enseigner quand les profs vont à l'école des profs. Et ça, c'est une différence, je pense. Non, ça existe aussi. Ah bon, ça va alors. Je confirme quand même. Mais après, il faut le mettre en route quand on est à l'école. Hein. C'est ça le problème. Et bivalence ou monovalence alors, des enseignants Ça, je comprends pas tout à fait. C'est-à-dire deux disciplines ou une seule discipline Non, il y a plusieurs disciplines là. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mais je pense que c'est après le travail du prof qui est important. Et par exemple, en Suède, on n'a pas cette institution qui s'appelle la vie scolaire en Suède. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui travaillent uniquement avec le contact des parents quand les élèves ils ont fait quelque chose, ils sont en retard ou ils ne viennent pas à l'école. C'est au professeur de s'occuper de toutes ces choses en Suède. Et ça demande vraiment beaucoup de travail aux professeurs. Et je dois dire que les professeurs suédois ne sont pas toujours très contents d'avoir ce travail. Mais donc ça c'est le côté négatif, parce que ça prend beaucoup de travail à part l'enseignement.
ce que les profs français n'ont pas. Mais le côté positif, c'est que les profs, ils apprennent à connaître les parents d'une très bonne manière. Ils savent exactement quel genre de vie sociale l'élève a, quelle famille, etc. Ils sont au courant de tout ça. Donc, ils ont vraiment un très bon dialogue avec les parents, mais il y a deux côtés là. Il y a un côté négatif et un côté positif. Ça, c'est certain. Alors, avant, je vais passer la parole quand même, une ou deux questions à la salle, avant de passer la parole à monsieur l'ambassadeur. Mais juste, je voudrais quand même demander à madame Xavier-Duprat s'il y avait, de votre point de vue, sans dire que c'est pas bien que l'éducation nationale soit critiquée à bras raccourcis, mais malgré tout, si pour vous il y a un ou deux points d'amélioration clés pour aller vers plus de confiance, in fine des enfants, en impliquant tous les acteurs, enseignants, familles, etc. Qu'est-ce qui pour vous sera déterminant dans les années qui viennent? Réitérer le sens. Réitérer le sens de l'action de chacun et poser au centre la question de l'autorité. Je crois que la question de l'autorité, dans l'acception que j'évoquais tout à l'heure, est d'une certaine manière le mistigris entre les familles et l'école. Si nous questionnons chacun la question, le rapport à l'autorité que nous pouvons porter les uns et les autres, qui est peut-être parfois aussi différent, selon que l'on soit parent lorsqu'on est parent, et quand on est enseignant lorsqu'on est enseignant, quand on est les deux, c'est encore une troisième hypothèse. Je crois que la question de l'autorité est centrale parce qu'elle pose la légitimité de la transmission. Et la légitimité de la transmission, c'est ce qui occupe le système, c'est ce qui détermine la manière dont sont construits les programmes, c'est ce qui détermine la façon dont on s'approprie ces programmes, dont on y résiste. Il y a toujours un temps de traduction nécessaire et c'est la règle. Mais en tout cas, cette dimension-là me semble centrale, avec autour toutes les questions qui ont été évoquées dans ces tables rondes. Et si je peux rajouter aussi d'essayer d'encourager tous les enfants d'appliquer des pratiques artistiques et esthétiques. Vraiment. Je ne le dis pas seulement parce que je veux des nouveaux choristes, mais de développer un moyen d'expression, c'est essentiel pour la constitution d'un individu cultivé et informé ou avec des horizons élargis. Et il y en a assez maintenant, je pense pour la musique classique, on est considéré comme appartenant à la bourgeoisie par exemple. La musique classique a été kidnappée un petit peu par la bourgeoisie au 19e siècle, mais c'est un droit humain. Et je pense que c'est un peu dans toutes les sphères de la vie, que ce soit l'éducation nationale, dans les associations et aussi dans tous les moyens que nous avons de communiquer avec les familles, d'essayer de mettre l'importance là-dessus, parce que je déplore actuellement le phénomène en Suède, c'est que la culture a de moins en moins de place à l'éducation nationale. Et les enfants changent nombreux. Est-ce que vous connaissez tous l'adresse de Radio France? Alors, une ou deux questions. Une ou deux questions. Madame, au premier rang. Bonjour, c'est pas vraiment une question en fait, c'est un ensemble de constats sur les trois tables rondes. D'abord, je voudrais vous remercier. Je suis directrice d'école à Paris, dans le 18e arrondissement, dans une zone dite éclair, qui est une zone d'éducation prioritaire plus. Voilà. J'ai une école polyvalente, donc de la maternelle élémentaire, ce qui nous permet de suivre la continuité des enseignements. Et nous avons une pratique instrumentale de la grande section au CE1, puis nous avons installé dans le réseau une classe CHAM en élémentaire, non sectorisée, une classe à horaire aménagée musique, et une autre au collège. Enfin, voilà, un gros projet musical sur le secteur. D'abord, je voulais vous remercier, oui, parce que c'est vraiment... d'abord, ce sont des préoccupations que nous avons, cette question de la confiance. On s'est beaucoup penché, et on continue, je rassure tout le monde, mais sur les compétences, sur les apprentissages, sur les contenus. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui nous fait défaut dans les écoles, ce qui nous manque terriblement, c'est ce travail autour justement du bien-être. Le bien-être et le désir d'apprendre, parce qu'apprendre, c'est autour d'un désir. Et on est parfois un peu trop formel dans nos constructions d'enseignants et dans la façon de transmettre justement... je dis ça pour aller vite, sur les savoirs. Mais quand même,
je m'étonne beaucoup que, par exemple, à la première table ronde, j'ai entendu les innovations sont des pratiques pédagogiques. Pourtant, pratiquer ou être pédagogue, maintenant, ça voudrait dire qu'on innove. J'ai entendu la représentante du mouvement Freinet, enfin quelqu'un du mouvement Freinet. Moi, j'ai dans mon quartier une école Freinet, pareil. Pour pouvoir fonctionner en Freinet, elle est en innovation. Ça me paraît tout à fait ahurissant. On se heurte, on travaille le lien famille, les associations, le quartier, etc. On se heurte à des dispositifs ou à des formulaires qu'on doit remplir, à des cases qui doivent être remplies et dans lesquelles on ne rentre plus. Mais il faut les remplir quand même. Et donc, voilà, la question de la notation, c'est la même chose. La question de l'évaluation des enseignants, la question de la confiance. Et je pense que la confiance de nos cadres, elle n'est pas acquise. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des tas de gens très bien, certainement. Mais la confiance des cadres de l'éducation nationale à l'égard des directeurs ou des enseignants, elle n'est pas acquise du tout. On est sous une surveillance permanente. D'accord. Alors je prends comme une ou deux remarques. Madame, là-bas, au milieu. Madame avec les lunettes. Bonjour, je suis étudiante en fait en management international, mais avant ça j'ai fait une formation maîtrise de mathématiques et j'ai failli devenir professeur. J'ai suivi au cours des 10 dernières années, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour accompagner des enfants en situation de perte de confiance vis-à-vis de l'école. Que ce soit eux qui aient perdu confiance ou leurs parents qui aient perdu confiance. Ce sont les enfants qui sont venus me demander parce que je suis venue dans mon quartier pour le babysitting. Et je ne m'attendais pas du tout à faire du soutien scolaire ou simplement de la reprise de confiance. Mais les remarques que j'ai reçues des enfants par rapport parce que ça reprend les trois trucs. Sur le travail collectif, beaucoup m'ont dit, je peux comprendre qu'on nous demande de faire un travail en groupe, mais si on ne nous explique pas comment nous organiser, comment répartir les tâches en fonction des capacités et des envies de chacun, comment voulez-vous que ça fonctionne? La deuxième chose, par rapport à la notation, beaucoup m'ont fait constater qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les note pour la musique, pour le dessin, pour le sport, puisque ce sont des activités dans lesquelles ce n'est pas vraiment les connaissances qui comptent, mais plutôt le fait d'être capable de faire quelque chose ensemble et de se donner à fond. Du moins, c'est les perceptions de ces enfants-là. Enfin, pour la troisième partie, sur la coopération entre les enseignants, les parents, les tiers éducatifs, j'ai eu le cas d'une de mes cousines qui est d'ailleurs au lycée du Ruy, qui est en seconde. Elle rêve de devenir médecin. Elle sait qu'elle en a les capacités. Mais elle se met beaucoup de pression à cause des notes, et donc elle est excellente dans toutes les matières littéraires, et très limite dans toutes les matières scientifiques. Et aujourd'hui, elle est catastrophée parce que le corps professoral a noté sur son bulletin, pour le second semestre, je ne sais pas encore pour le troisième, mais qu'elle était une littéraire, et que donc on lui conseillait fortement, a priori, d'aller en L. Ses parents ne savent pas comment la soutenir, et elle ne sait plus si elle est capable ou pas d'être médecin. Merci. On va peut-être s'arrêter là pour les questions parce que le temps malheureusement est limité. Écoutez, je vous remercie. Alors, on va passer la parole à Monsieur l'ambassadeur. Je vous permets juste un petit mot de conclusion, donc avant de passer la parole à Monsieur Lund. Juste pour dire que, d'abord je vous remercie bien sûr d'avoir été très à l'écoute et très participatif, même si je suis désolé, je n'ai pas sans doute suffisamment dépassé la parole aussi dans la salle. Simplement pour vous dire que l'Institut Confiance, une démarche telle que celle d'aujourd'hui, est un moment important, je pense, dans la construction de ces réflexions, mais on veut aller beaucoup plus loin dans le déploiement, si je puis dire, de ces réflexions autour de la confiance. Et nous allons engager une grande démarche qui s'appelle Une semaine pour la confiance. D'ailleurs, dans les dossiers, il y a un petit document qui en dit quelques mots simplement. Nous engageons une grande démarche de territoire qui s'appuie sur les collectivités locales, les services de l'État, les entreprises, le tissu associatif, les institutions religieuses, les médias, l'ensemble des acteurs de la société pour que tous ces débats autour de la confiance, que ce soit dans l'éducation ou dans les autres champs de la vie en société, soient portés au plus près du terrain, en impliquant les citoyens et l'ensemble des acteurs de la société pour identifier les problématiques telles qu'elles se posent aux uns et aux autres et essayer progressivement d'identifier des pistes de progrès, en tout cas de mettre en débat des sujets tels que ceux que nous avons engagés. Donc si vous connaissez des territoires, des villes, des départements, des régions
dont les élus, dont les acteurs puissent être intéressés par cette démarche, n'hésitez pas. C'est une grande démarche qui va démarrer en fin d'année avec un colloque à Paris en fin d'année pour lancer ça, et avec un déploiement sur le territoire en juin 2014. Voilà. Donc, sur cette petite note, monsieur l'ambassadeur, encore une fois, un grand merci de l'accueil suédois dont nous avons pu bénéficier depuis un an. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, je suis très heureux de pouvoir me rejoindre à vous cet après-midi. Et j'ai pu suivre cette séance tout à fait intéressante, la dernière. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à tout le séminaire. Mais je suis ravi de voir que vous êtes venus nombreux pour ce séminaire, malgré les aléas de transport et malgré, bien sûr, des calendriers qui, normalement, sont très, très chargés en cette fin d'année scolaire. Et j'étais ravi d'entendre comment le système éducatif suédois a été mis en valeur par les participants de ce panel. Ça arrive très rarement en Suède, et à juste titre, à mon avis. J'espère que pendant les autres séances, ce système a été mis en question, autant que valorisé, parce que chez nous, en Suède, comme tous les Suédois le savent très bien, l'école est un sujet chez nous, comme ici, de débats très très intenses, controverses intenses, où certainement il y a beaucoup de Suédois qui s'inquiètent profondément du futur de notre système éducatif, de son évolution au cours des années. Je m'inquiète moi-même un peu, parce que c'est pas nécessairement un avantage, mais je suis le produit de notre ancien système. Je n'y suis pas nécessairement attaché, et j'ai vu beaucoup de choses s'évoluer en Suède dans une direction tout à fait favorable, mais il y a aussi des côtés très, très problématiques et très sombres dans l'évolution de notre système éducatif. Mais je trouve de toute façon des comparaisons et des discussions comme ici, même je suis toujours très, très sceptique sur les possibilités de transposer des systèmes ou des réformes, mais une discussion pour mieux comprendre les autres systèmes et de tirer certaines leçons, certainement. Et vous vous êtes peut-être posé la question aussi, pourquoi une ambassade comme la nôtre organise une telle rencontre. On sait bien sûr que les missions diplomatiques sont naturellement impliquées dans les relations commerciales pour renforcer les exportations de chaque pays, c'est évident, mais aussi dans les événements qui permettent de faire mieux connaître notre identité culturelle et de susciter l'envie de visiter notre pays, bien sûr. Et nous sommes également très engagés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Tout ça, c'est bien naturel, mais l'objectif de toutes ces activités, après tout, est de contribuer au développement de nos pays, au renforcement de nos économies et bien sûr de nos relations bilatérales et multilatérales. Mais, et voilà le point clé, tout cela ne serait pas possible si nous ne bâtissions pas ensemble le socle sur lequel reposent nos démocraties et nos systèmes scolaires pour le bien de nos enfants et de leur avenir. Ça semble peut-être un peu trivial, mais ce n'est pas du tout trivial. C'est central et très important. Et nous travaillons aussi, bien sûr, ensemble en Europe. L'Europe elle-même est active aussi dans le domaine de l'éducation. Et j'aimerais bien profiter de cette occasion pour rappeler tout simplement les 4 principes fondamentaux de la stratégie éducation et formation 2020 qu'on a formulée ensemble au sein de l'Union européenne.
les 4 points sont les suivants. Premièrement, faire en sorte que l'éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité. Deuxièmement, améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation. Troisièmement, favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté. Et finalement, encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise. Je pense que ces 4 principes sont bien formulés. En Suède, comme en France, nous avons cette idée, bien sûr, selon laquelle notre école devrait être la meilleure du monde. Nous atteignons certes de bons niveaux en compréhension de texte, et les performances en mathématiques sont en constante augmentation, mais dans d'autres domaines, il y a, comme je viens de le constater, de gros efforts à faire. Il me semble toutefois qu'au-delà des résultats purement scolaires, nous devons sans cesse veiller, et c'est le sens de votre discussion, veiller à ce que les enfants prennent conscience des valeurs démocratiques de nos sociétés. Nous avons aujourd'hui montré que nous faisions confiance aux enfants. Nous devrions, et nous le ferons, parler aussi de la confiance que nous avons en nos enseignants et la confiance que nous devons à nos enseignants. Et ce sera l'objet de notre prochain séminaire. Je vous remercie.